5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Laurent-Frédéric Bollet, ravi de vous retrouver. Avec aujourd'hui, ça n'est pas sans une certaine émotion, en tout cas une certaine déférence, avec laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Moncé, mon éminent confrère et ami. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent-Frédéric. Écoute Jean-Louis, là, je suis obligé de m'incliner devant ton palmarès parce que la première question, elle est évidente et classique. Combien de Grands Prix au compteur ? Alors je ne sais pas très bien, mais ça se situe entre 580 et 590. J'avais bricolé 2-3 Grands Prix en 78, des choses comme ça, mais ma première saison, c'est 1979. Et donc depuis, si tu entasses les Grands Prix les uns après les autres, tu verras qu'on peut arriver. Alors je ne les ai pas tous faits vers la fin. Vers la fin, je me contentais d'une dizaine sur 20, mais ça fait entre 580 et 590. Donc tu as bien dépassé ce cap fatidique des 500, ce qui veut bien dire que tu as vu plus de la moitié de tous les Grands Prix qui ont existé. Hein. Oui, c'est ce que m'a dit Bernie Ecclestone quand il nous a, je n'étais pas seul, quand il a décoré, je veux dire, entre guillemets, les journalistes qui avaient plus de 500 Grands Prix. Et il m'a dit, quand on aura 1000, on fera quelque chose de beaucoup mieux. donc c'était vrai. Mais c'était ça, oui, voilà. Vous avez vécu la moitié de ma vie, disait-il. À titre personnel, quand on a déjà interviewé Gérard Cronbach dans le passé et qu'on avait même commenté des courses avec José Rosinski, j'ai envie de t'associer un petit peu à ce groupe, pour moi évidemment très prestigieux, et un petit peu les maîtres, les mentors. Ça t'embête pas si je dis ça, Pas du tout, pas du tout. Alors dans les mentors, oui. Allons-y tout de suite. Cronbach, qui naturellement m'a engagé. Rosinski, qui reste pour moi une plume absolument inégalée, et puis mon autre vrai mentor, c'était Johnny Ive. Oui, voilà, on est bien d'accord. Je les mets tous les trois. Ouais. Mais tu sais que la première fois que je t'ai vu, moi j'en ai ce souvenir, tu ne dois pas t'en souvenir, mais je vais te le confier. Estoril 92, on vient d'apprendre qu'Alain Prost reviendrait bien en 93, officialisé chez Williams-Renault. Oui. J'étais à France de l'époque. On déboule à Estoril pour faire une interview soi-disant exclusive de Alain Prost qui confirme donc son retour officiel pour l'année d'après. Jean-Jacques Delaruvière nous organise ça dans un salon d'un hôtel d'Estoril. Alain arrive et il est entouré de toi et de Johnny. Et là je me dis, tiens, ça m'avait un peu étonné que vous soyez avec lui, si j'ose dire, tu vois. D'abord avec Alain et Johnny, on était très proches, tous les trois. Tu as sans doute entendu parler, en dehors de la course automobile, des célèbres championnats du monde de belote bridgée que nous faisions. Donc, probablement que ce jour-là, moi je me souviens très bien du jour, je ne me souviens pas de ton interview, mais je me souviens qu'on l'a accompagné souvent et que le soir, on devait dîner ensemble, quoi qu'il advienne. Ouais. Ce jour-là, il a annoncé effectivement qu'il reviendrait, et tu sais qu'on est resté, puisque le surlendemain, il essayait pour la première fois la célèbre Williams-Renault, qui était déjà pas mal suspension active très très forte. Elle n'était pas encore full, mais suspension active. Et je me souviens très bien de sa phrase, la mise en pied-à-terre, comment c'était. C'est un véritable petit Boeing. Voilà. Évidemment, c'était une voiture très élaborée. Je te rappelle aussi, Laurent-Frédéric, que l'année d'après, tout ça, ça a été interdit. Mais bon, oui, effectivement. Mais effectivement, c'était ça l'histoire. Alors, je voudrais te poser quelques petites questions sur ton parcours, si tu veux bien, mais là, j'enchaîne, puisque finalement, on y est. Est-ce que pour toi, Alain Prost est le pilote de ta vie un petit peu ? Ah, complètement. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je l'ai suivi depuis le début. Argentine 1980, il débute et j'ai vu tous ses Grands Prix. Ça, c'est un secteur de ma vie. L'autre secteur, c'est un secteur qui te touche toi aussi, qui a touché tous ceux qui connaissent la course, c'est, l'histoire, la saga épique Senna Prost. Donc, quoi qu'il advienne, que j'ai été ami ou non avec Alain, il était l'autre partie de cette histoire magnifique que Senna Prost. Je vais même te citer un grand champion que tu connais, qui s'appelle Jackie X, et qui me dit un jour, tu sais, on vit une période que peut-être on ne revivra jamais. Et j'avais bien pris conscience ce jour-là que même des gens comme Jackie X, multiples vainqueurs de Grand Prix, multiples vainqueurs aux 24 heures du Mans, regardaient ça d'un œil extrêmement intéressé, passionné même, et je me disais, on vit une époque formidable. Ah oui, avec ces deux monstres sacrés face à face, et même dans un premier temps dans la même écurie. Bon. Mais alors, est-ce que tu avais dû choisir ton camp ? Non, alors à l'époque, on ne choisissait pas son camp. Alors Prost, je reviens sur lui, je le connais mieux
à partir de sa saison de Formule 3, et pour ne rien te cacher, je l'abrite dans ma chambre d'hôtel à Montréal et aux États-Unis en 79. Et je te rappelle qu'en 79, Lauda quitte soudainement le Grand Prix du Canada, et Bernie Ecclestone est à la recherche absolument d'un pilote pour le remplacer, et il va directement vers Prost. Et là, il m'avait soufflé, Alain Prost, parce que moi je me disais, bon, on est jeune pilote de F3, on propose une Brabham, franchement, je saute dessus sur l'occasion tout de suite. Il ne l'a pas fait. Il n'était pas assez prêt. D'ailleurs, à l'époque, l'un de ses sponsors et amis, d'ailleurs, qui était François Guitère, le grand patron de Elf, était même un petit peu gêné de ça, parce que lui, il estimait aussi que Alain aurait dû répondre oui, et il a répondu non. Oui, ce qui démontrait déjà une force de caractère indéniable, effectivement. Quelques petites questions personnelles, si tu veux bien, puisque tu joues le jeu de l'authenticité. C'est vrai que dans les podcasts, on a toujours un petit peu l'occasion de se livrer peut-être un petit peu plus. On sait que tu es né au Maroc, à Rabat. Tu peux nous apprendre pourquoi, à vrai dire? Tu étais là, ton père, tes parents étaient là? Bien sûr, alors bien sûr. Déjà, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Tous ne sont pas nés au Maroc, mais 4 sur 6 l'ont été. Moi, je suis le dernier, et il faut te dire que à l'époque, que ce soit du côté paternel et surtout du côté maternel, c'était la Creuse, les familles de 10 enfants, les gens s'expatriaient. Mon grand-père paternel de maçon est devenu un entrepreneur florissant à Rabat, faisant des bâtiments pour le sultan, participant à la construction de la cathédrale, etc., de la mosquée aussi. Bref, voilà, ça c'est la partie maternelle, pardon. Du côté paternel, c'est l'Aveyron. Et du côté de l'Aveyron, si tu veux, là aussi, il y avait je ne veux pas appeler ça des expatriés, mais on partait. Quand on allait gagner sa côte ailleurs. Et là, cette partie de la famille de l'Aveyron est allée au Mans. Et donc, les 24 heures du Mans, pour moi, c'est entre 4 et 5 ans ce qui m'a fait le plus vibrer. Voilà, le Mans, les 24 heures. Et je dois te dire que, comme tous les jeunes garçons, peut-être toi aussi, je collectionnais les petites voitures, et je ne collectionnais que les voitures de course. Le reste ne m'intéressait absolument pas. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, des gens me demandent, mais tu sais, alors qu'est-ce que je dois prendre, tel modèle ou tel modèle? Je dis non, mais ça, moi, j'y connais rien. Ils sont étonnés, les gens, j'y connais pas grand-chose. Les voitures de course, c'est un peu différent. Ça a toujours été ma passion. Voilà, donc le Maroc. Ensuite, nous partons, et en 1956, je rentre au lycée Masséna à Nice, puisque pour éviter un décalage, je dirais, de climat trop violent, mes parents choisissent Nice après Fès et Rabat au Maroc. Et donc j'ai fait mes études secondaires à Masséna, et après quoi Paris, lettres, le journalisme, et je dois te dire que j'ai débuté au Chien écrasé, dans les faits divers. Et qu'à ce moment-là, des gens me disaient, mais attention, il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un croisera ta route, et à ce moment-là, tu n'oublieras pas de l'emprunter. Ma femme est dans un bloc opératoire, et qui vient se faire opérer avec une jambe cassée? Gérard Combach. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et Gérard Combach avait voulu faire du tracteur, tout simplement, et il s'était cassé la figure, il avait la jambe cassée. Et ma femme me dit, quand même toi qui aimes la course automobile, tu devrais venir voir un peu ce patient qui s'ennuie profondément. Nous, à la clinique, on ne parle pas de sport automobile, on ne parle pas d'automobile, etc., etc. Et moi, je lisais déjà sport auto. Et donc, ma femme est prévenue, le chirurgien aussi. Tiens, il y a quelqu'un qui va venir vous faire rire un peu, parler de course automobile. Et dans la chambre, c'était Combach. Oui, là, un signe. Voilà, donc on parle, et alors, avec quoi vous roulez me dit Combach. Je dis, je roule, j'aime tellement les voitures, je me suis acheté, avec ma femme, on s'est acheté une berlinette alpine 1300, et voilà, etc. Pourquoi vous n'avez pas pris une Lotus Elan? Bon, ça a commencé déjà. Bref, c'est tout, ça va, on échange, machin, là. 3 mois plus tard, je reçois un coup de téléphone d'un des assistants autour de Jean Lucas, qui était le patron de Sport Auto, l'un des fondateurs avec Combach, qui me dit, voilà, Gérard Combach nous dit que vous pourriez venir travailler avec lui en tant que rédacteur en chef adjoint. Alors, rédacteur en chef adjoint, c'était un mot juste administratif, je dirais, parce qu'en réalité, j'étais l'assistant de Gianni. Parce que Gérard, dans toutes ses connaissances absolument formidables, il parlait souvent en franglais. Et les patrons, les nouveaux patrons, qui étaient le groupe Persan,
disait, bon, il faut quand même arranger ces choses-là, il faut quand même que... Et donc, j'ai passé une bonne partie de mes 3 ou 4 premières années à Sport Auto, à corriger les papiers de Djabi, qui d'ailleurs s'appuyait sur moi. Et puis, il faut dire aussi que Djabi, il était rédacteur en chef, mais la cuisine, c'était pas son... Il arrivait, il restait 1 heure au journal, de tel Grand Prix, il repartait à Daytona, de Daytona, il revenait, il allait au NASCAR. Ah oui. Donc, c'était un homme courant d'air. Je faisais la, Oui, je faisais la gardez un cuisine. peu ouais, c'est ça. Voilà, je faisais la cuisine. Alors, on est à quelle époque là exactement 71. 71, Juillet d'accord. 71. Donc Cronbach, c'est déjà toute une histoire un peu mythique, d'accompagner Clark à Indianapolis, d'être quelqu'un Ça, très... oui. Et donc, Cronbach, Pour toi, mythique, oui. pour ceux qui aiment la course automobile, il me parlait de gens qui venaient le voir. Et moi, j'étais complètement ahuri de voir tout ce monde que je ne voyais que par les livres, et pas encore trop par la télévision, parce que tu dois t'en souvenir, à l'époque, non, tu étais trop jeune, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télé là-dessus. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et je continue sur ma vie à Sport Auto. Au bout d'un certain temps, 73, il me dit, ben Jean-Louis, les rallyes, ça va devenir championnat du monde, il faut quand même s'en occuper un peu, voilà, hop, j'ai mis un pied dans le rallye. Et puis en 74, les Français qui étaient en Formule Renault et tout, que je connaissais par ailleurs, les Lafitte, les Depailler, etc., étaient en Formule 2, donc hop, Jean-Louis, vous allez faire un peu de Formule 2, et c'est comme ça que globalement, je suis arrivé à me mettre dans le cercle, non pas, je m'occupais toujours de Cronbach, mais dans le cercle permanent de la course automobile. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors on ne doutait pas que ta connaissance est universelle et que tu avais tout couvert, mais je pensais que tu avais plus focalisé sur la F1, donc tu as forcément aussi couvert d'autres disciplines, on est bien d'accord. Alors j'en reviens à Sport Auto, parce que par exemple, en 1971, tu vas te souvenir rapidement que François Sever gagne son premier Grand Prix. Tout à fait. Et à l'époque, Sport Auto, c'était quand même le journal important. Je te donne 2 exemples. Récemment, pour Sport Auto Classique, qui est un trimestriel maintenant, on me demande de faire de l'histoire des Matra F1, et on ressort l'essai de José Rodeski qui essaye la Matra F1. Je ne sais pas si tu vois, mais aujourd'hui, ça ne serait pas tout à fait possible. Et puis François Sever. Et François Sever, Cronbach me dit, bon Jean-Louis, vous allez vous occuper, on va lancer une rubrique, les lecteurs de Sport Auto parlent à François Sever. Et voilà. Et donc je réunissais des lettres. François venait un quart d'heure. Je triais, hein, parce qu'il y avait des demandes en mariage, il y avait tout ça. Je triais les lettres et voilà, et il répondait, etc., etc. Et donc c'était moi, un peu le Mickey dans cette histoire, qui répondait, au courrier de François Sever. Donc c'était ça. Pour moi, l'ambiance, mais je reviens maintenant à l'après. La Formule 2 m'a beaucoup apporté, et surtout le championnat du monde des rallyes, où là, il y a des choses formidables. Voilà. On est bien d'accord. Alors tiens, j'enchaîne avec ce que tu viens de nous dire. Quand moins de 2 ans après, François Sever n'est plus de ce monde, j'imagine que ça a été un choc pour toi. Alors je sais très bien où j'étais quand François Sever a été annoncé comme mort. Je vais même te dire, c'est Tommy Franklin qui en a parlé depuis Watkins Glen. Et j'écoutais Tommy Franklin parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 12 000 radios. Hein. C'était France Inter ou Paris Inter, peut-être même encore à l'époque. Bref, c'est lui qui l'a annoncé. Je me souviens très bien, j'étais sur l'autoroute et je me suis arrêté sur un parking. Voilà. Là, on venait de prendre tous un coup sur la tête. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, je les ai tous vus rentrer, Rosinski, Cronbach, de Watkins Glen. Et voilà, c'était fini. François n'était plus là. Ouais. Donc tu fais du rallye jusqu'en 79, c'est ça? Ah oui, j'ai fait... Non, plus que ça, Oui. Parce que tu dois te souvenir qu'à cette époque-là, on pouvait faire le championnat du monde des rallyes et pas mal de F1. Mais ça, c'est venu après. Pour continuer, alors dans mon histoire personnelle, je suis obligé de te le dire, en 75, grâce au championnat du monde des rallyes au Safari, je fais la connaissance de Jacques Bonnecarrère, le fondateur d'Automoto, qui me dit, moi j'ai des gens qui savent faire de la télé, j'ai besoin de spécialistes comme toi. Viens me voir. Et ça m'a mis le pied à l'étrier à Automoto. Et après ça, je n'ai plus lâché la télévision, mais en même temps la presse écrite. Parce que, et ça je le dois toujours à Jacques Bonnecarrère, il m'avait dit, Jean-Louis, garde un pied dans la presse écrite. La télévision, c'est un monde qui change beaucoup trop. Et après, il vaut mieux que tu restes un peu en dehors, comme pigiste, et tu t'en sortiras beaucoup mieux. Et je l'ai écouté. Donc, si tu veux, grâce à ça, j'ai pu commencer. Et puis, je voyais bien, je vais rapidement conclure, je voyais bien que, de toute façon, Jacques Lafitte allait passer en F1, commençait déjà à courir en ISO en 75, il est deuxième au Grand Prix d'Allemagne. Je voyais bien que Depailler était là, et que moi, je ne pouvais pas être
dans ce coup-là. Et là, j'ai reçu une offre de Bernard Chevannes, petit-fils de M. Floirat, donc Lagardère, la famille Matra, Europe 1, etc., qui fonde une émission à Télé Monte Carlo, qui appartenait à sa famille. Et cette émission fondée s'appelle Chrono. Et ça, pour faire Chrono, je suis parti 2 ans à Télé Monte Carlo, et là, j'ai commencé sur les Grands Prix. Voilà. Ouais. Et là, on est 78-79. Ouais. 79, Georges-Michel Fréchard me rappelle, cette fois, non pas à Sport Auto, il est rédac-chef de l'Autojournal, reviens à Paris, j'ai besoin de toi. Jacques Bonnecarra me dit, tu pourras continuer, revenir avec nous à Automoto. Voilà, 79, c'est ma grande période. Et là, je fais la F1. Je continue sur Automoto. Et je suis à l'Autojournal. Oui, j'ai résumé. T'as pas non plus de vie vraiment plus que complète. Alors, les deux monstres sacrés, pilote F1 des années 70, moi j'ai tendance spontanément évidemment à citer Stewart et Lauda. Est-ce que tu t'en souviens comme effectivement des personnages un peu hors normes? T'avais pu les rencontrer aussi, un peu les interviewer ou pas encore complètement? Je sais pas. Stewart non, parce que c'était pas mon rayon, c'était le rayon de Cronbach, c'était de José Rosinski, ça je pouvais pas. En revanche, pour ce qui concerne Lauda, ça c'est une époque extraordinaire, mais là tu dois te souvenir, parce que tu as vécu ça, c'est qu'à l'époque on n'avait ni chronométrage électronique, je te rassure, ni tour par tour. Il n'y avait pas de transformer dans la voiture. Si tu voulais raconter une course, il fallait que tu fasses le tour par tour. Je dis ça aux jeunes maintenant qui me disent, mais tu me parles de quoi là? Ce que tu vois affiché à la télé, nous on prenait ça à la volée sur des cahiers. Alors, à Monaco, c'était pas difficile. À Monza, il passait déjà à 260 devant la tribune de presse. Ça, c'était plus compliqué. Donc, on faisait ça. Et il y avait des gens très spécifiques parce qu'ils regardaient les tours par tour. Alors, je t'en cite 3. Alan Jones, Carlos Reutemann, Niki Lauda, des gars pas très aimables. Non. Donc, je veux dire que s'il ne vous connaît pas, Lauda, il vous croise dans le paddock, il ne vous salue même pas. Reutemann, à peu près pareil. Et je ne parle pas d'Alan Jones. Oui, on a tous. Et donc, nous, on allait, jeunes, avec nos cahiers, où il y avait le tour par tour, et ça, hop, ils arrachaient le cahier des mains. Alors lui, attends, il a fait ça, il a fait... Pourquoi il s'est arrêté là? Voilà, je marquais boîte de vitesse, tu vois, c'est ce qu'on a dit à ce moment-là, oui, d'accord. Et lui, il était là, et moi, j'étais où, etc. Et avec les tours par tour, puisque c'était seulement sur les cahiers qu'ils étaient imprimés, écrits à la main, on pouvait parler à des bougons comme ça, comme Lauda, Reutemann, et puis Jones. Je pensais 3 exemples, parce que après, c'est devenu plutôt des copains, mais à l'époque, ça ne l'était pas. On était très respectueux de ces pilotes-là. Et donc, c'est assez mieux. Quand j'ai encore rencontré Reutemann il y a 2-3 ans au Mexique, au Brésil, et je lui ai parlé de tout ça, ça l'a fait rire. Il est gouverneur maintenant, ça l'a fait rire. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu envieux d'une époque où, semble-t-il, au-delà des caractères des uns et des autres, parfois bougons ou pas très sympas, évidemment que ça arrive, j'imagine, à toutes les générations pour tout le monde, mais on avait le sentiment que c'était quand même plus facile pour approcher les pilotes et pour échanger 2-3 infos, 2-3 papotes entre 2 camions, comme ça, à la bonne franquette. Tu as tout à fait raison de dire ça. On était tous le même monde. À savoir qu'il y avait 20-25 pilotes de F1 et qu'il y avait 40-50 journalistes. Je dois te rappeler que quand j'ai débuté, donc vraiment complètement en 79, à Monaco, on battait le record du monde, de la planète, de l'univers, on devait être 90 journalistes. Sinon, on était 30-40. Tout ça, c'était ensemble dans le paddock, tout ça, ça voyageait ensemble, ça se parlait, etc. C'est un peu l'objet, mais je pense qu'on y viendra, l'objet de mon regret de la Formule 1 moderne, et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai posé mes valises. Je vais continuer un peu sur la Formule 1 parce que j'ai toujours aimé ça, mais je ne voyagerai plus parce que je pense que maintenant, l'atmosphère est complètement différente. Oui, c'est évidemment ce que j'allais te demander au fur et à mesure des années. Une professionnalisation à l'extrême, c'est comme ça que tu définirais? Oui, alors je vais te donner, j'espère que je ne vais pas dépasser trop le temps, mais je vais te donner deux ou trois cas. Voilà comme on était avec les pilotes. On jouait, on pariait. Même si c'était interdit par la loi, on pariait. Et c'était mon ami Jacques Deschenaux, de la télévision suisse. Donc un Suisse, c'est lui qui a ramassé les paris. On se souvient de son guide. Un Suisse, c'était censé... On pariait. Et donc on est là, juste après le warm-up, parce qu'à l'époque il y avait le warm-up, et là on va là, tu joues quoi? Et là arrive Nelson Piquet, je te rappelle 3 fois champion du monde, qui me donne un coup de coude, il dit, tu joues quoi? Et alors, t'as beau le connaître depuis longtemps, Nelson, t'as beau être, plus âgé que lui, quand Nelson Piquet te dit tu joues quoi, t'as pas envie de lui dire, je vais jouer Prost, machin. Et d'ailleurs, il a même pas... Joue sur moi, je vais gagner. Alors $5 sur Piquet, très bien, bon, ok.
Grand Prix de France 1985, je te rassure, il a gagné, hein, en plus. C'est la seule fois où les Pirelli, cette année-là, ont marché, il a gagné. Bref, mais Johnny, mon ami Johnny, il me dit, mais qu'est-ce que tu es influençable, Jean-Louis? Je dis, bah oui, mais enfin, c'est difficile de dire, tiens, je vais jouer ton rival le plus direct. Nelson, c'était comme ça. Voilà, c'était ça la F1. Je pose une question à Jacques Lafitte, je lui dis, mais est-ce que vous avez, vous êtes toujours au millième de seconde, est-ce que vous avez mesuré, à l'époque il y avait feu rouge et feu vert, combien de temps vous mettiez au feu vert pour démarrer dès qu'il arrivait? Et il me répond, imbécile, on démarre quand le feu rouge s'éteint, pas quand le vert s'allume. J'ai raconté ça à mon ami Dupin de Canal. Voilà, maintenant je le vois, ça fait 5 ans que je le vois, et je vois tous les journalistes aller devant les panneaux de la salle de presse, alors Ferrari, un tel parlera à telle heure, un tel parlera à telle heure, un tel parlera à telle heure vendredi, samedi un tel parlera à telle heure, machin, etc. Ils les prennent sans photo, ils notent sur leur carnet, et voilà, et t'as rendez-vous partout, dans le paddock, avec les pilotes, mais t'as rien pour toi tout seul, si je puis dire. Alors tu peux demander un one-to-one, mais déjà, ça c'est plus compliqué. Je peux te dire que pour avoir un one-to-one de Hamilton, moi j'en ai fait 2. Un quand il était chez ART, grâce à Nicolas Todd et à Frédéric Vasseur, parce que c'était les patrons de l'équipe, et c'était en GP2. Et puis j'en ai eu un après que j'ai attendu 1 an. Alors qu'avant, tu avais les impressions de tout le monde. Bah oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pareil pour Toto Wolff, qui est un type formidable. Pour l'interviewer, c'est voilà, il faut. Et encore, moi j'étais bien placé dans les petits papiers du service de presse de l'équipe Mercedes F1, comme chez Renault, mais d'un compliqué. Et sinon, tu passes par la voie hiérarchique normale, si je puis dire. Et donc, tu es comme tout le monde, tu mets ton téléphone, enfin ton magnéto sur la table, et puis voilà, les gars posent des questions, puis tu pars avec ça. Et c'est fini. Donc, la Formule 1 qu'on a connue il y a encore 15 ans, c'est fini. Et puis, si tu veux, je comprends un peu tout ça, parce que le nombre de journalistes a centuplé, tout le monde a des cartes de presse, des machins, etc. Mais c'est pas que je nie qu'il n'y ait pas droit, hein, mais ça fait trop de monde. La F1 a pris une telle ampleur qu'il a fallu canaliser tout ça. L'argent a fait que la communication reste pour la maîtrise par les équipes, et pas par les médias. Et en l'occurrence, voilà, ça c'est le résultat. Je dirais que c'est la rançon de la gloire. Pour conclure, Jean-Louis, et ton regard sur tout cet univers que tu as côtoyé pendant, alors donc on peut dire 50 ans. Enfin, 40 ans sur moi. Oui, ça, voilà. 40 ans sur moi. Voilà, 40 ans. 79, 2019. Voilà. En 1, c'est quand même les hommes, les pilotes, les champions, devant les voitures et les marques, et même certains grands prix. Enfin, c'est un peu ça Absolument, absolument. Ça l'a été. Et puis, à cause, et non pas grâce à cause de ce que je viens de te dire, on s'est aussi intéressé aux voitures. Parce que, si tu veux, il y avait quand même des explications techniques importantes aux victoires. Toi, tu n'étais peut-être pas encore né, mais les pneus Firestone et les pneus Goodyear, il pleuvait, c'était Firestone qui gagnait. On a vu ça avec Michelin et Bridgestone, de la même façon. Il fallait donc qu'on s'intéresse à la technique et pourquoi les suspensions étaient comme ça, etc. Maintenant, ça n'intéresse plus trop les gens. Je dirais que ça probablement ne les intéresse plus du tout. Mais par contre, ils veulent du concret sur les pilotes, comment ils sont, etc. Tu sais, avec les réseaux sociaux, les supporters deviennent terriblement exigeants. Et puis finalement, au moment où on pourrait leur parler, on devrait leur parler des pilotes, tu vois, sur le plan personnel, on ne peut pas parce que les pilotes se livrent de moins en moins à cause de ça. Bien est fou qui puisse dire aujourd'hui, tiens, Hamilton, je l'ai rencontré, il était là, etc. Ça, c'est fini, tout ça. C'est terminé. C'est une époque révolue. Ça reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est révolu. Peux-tu me citer 3 pilotes qui t'ont marqué? Alors Prost, naturellement. Bon, oui. Ça, je ne peux pas le nier. Senna, je ne peux pas le nier non plus. Et je vais quand même mettre Hamilton. Je suis obligé de te dire ça. Je vais mettre Fangio. Parce que je ne peux pas ne pas citer Fangio, dont j'ai fait la connaissance en 1980. Il était directeur de course du Grand Prix d'Argentine. Et il faut que tu comprennes que moi, j'ai entendu parler de Fangio, j'avais 6 ans. Et quand tu le vois devant toi, d'une politesse remarquable, d'une compétence assez remarquable également, et connaissant bien les hommes, tu peux te dire, bon, ça, voilà, bravo. Mais bon, je t'en ai cité 4, je pourrais en citer 3, alors je vais m'arrêter là. Non, parce que j'allais te demander à certains avec qui tu n'as pas accroché, ça peut arriver. Avec qui j'ai pas accroché. Voilà, ça ne sera pas un secret d'État si tu nous en révèles un ou deux. C'est comme ça. Non, alors non, je vais être méchant. Je n'ai pas accroché avec les fonds de grille. Même si
Même s'il y en a certains, comme Gabriele Tarquini, par exemple, que j'aime beaucoup, que j'ai connu bien après. Mais tu vois, je te cite, ou même maintenant je te citerai Magnussen, parce que franchement, je pense que je lui ai pas laissé la parole une fois, et encore, j'en suis pas sûr, des choses comme ça. Donc moi, j'ai surtout... Mais ça, c'était le métier. Hein. Je te rappelle qu'à la télévision et dans les Grands Canards, à l'époque, l'Autojournal, par exemple, où l'équipe pour Johnny, Rive, on parlait aux grands, on ne parlait pas malheureusement au Mickey. Mais une dernière anecdote pour te dire comment c'était. En 90, au Grand Prix du Mexique, Alain Prost est 13e sur la grille. Je te rappelle qu'il va gagner, le Grand Prix. C'est ça, c'est le fameux. Okay. Et donc, au warm-up, il a trouvé des réglages et tout, il est prêt à démarrer. Tout ça, ça va. Les moteurs tournent. Le warm-up, c'était généralement 10h30, il doit être 10h28. Ils sont tous là, etc. Donc on regarde ça, tu vois, si les pilotes sont prêts, les moteurs tournent, tout ça, il me fait signe de m'approcher avec le doigt, et d'ailleurs je me retourne parce que je pense même pas qu'il veut m'appeler moi. Si c'était moi, il m'appelle, donc je me penche dans le bruit, etc. Et il me dit, qui c'est le jaune devant? Je me lève la tête, Tarquini. Ah oui, d'accord, ok. Il ne savait même pas qui c'était, ni rien du tout, etc. C'est l'inverse de Senna. Senna, lui, jamais aurait posé une question pareille, il connaissait tout le monde. Ah là, il était dans son monde, à lui. Voilà. Mais pour te dire quelle était la fratrie entre les médias et les pilotes, quelle était l'ambiance, et qu'après, ça n'existe plus. Formidable souvenir, mon cher Jean-Louis. On te remercie vraiment beaucoup de participer à l'Afterlap. Alors, tu sais que le slogan qu'on avait trouvé, c'est qu'après le Final Lap de chaque course, il y a l'Afterlap où on commente, on analyse. Avec toi, là, c'était un petit peu aussi le Before Lap, hein, tu sais, où on va repartir sur tes débuts dans la profession. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Je donne tout de suite rendez-vous à nos auditeurs pour dire que tu nous as accordé un deuxième entretien où là, on va plus se jeter dans la saison 2020, prospective, un petit peu anticipation, les forces en présence, les paris avant que ça redémarre. Hein. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jean-Louis. Et donc, écoute, tu sais que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes usuelles de podcast, donc l'Afterlap. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt.